Bienvenue dans cette deuxième capsule sur la reconstruction post-sinistre. Je m'appelle Christine Lutfi, je suis notaire et j'agis ce soir comme fiduciaire aux fins d'assurance pour qu'on discute du deuxième volet, la reconstruction post-sinistre. Je suis accompagnée aujourd'hui de M. Jean-Loup Hamelin, qui est architecte, qui va pouvoir, avec moi, faire le tour du processus de reconstruction. Alors, on se remet rapidement en contexte. Nous avons déjà fait une capsule sur la notion de perte importante, hein, parce qu'aujourd'hui, on discute des scénarios catastrophes quand on parle de sinistre, et on va y aller en pensant à des cas de feu, là, où le bâtiment est complètement détruit ou presque. On a discuté déjà de la gestion immédiate du sinistre, de l'implication de l'assureur. Et au moment où on se situe pour continuer à discuter aujourd'hui, nous avons déjà établi contact avec l'assureur. L'assureur a déjà fait son estimé de ce qu'il y a à faire, vous a déjà guidé sur les premières étapes, les professionnels que vous devez mandater, et a probablement déjà dans ces dossiers un devis estimatif. On se ramasse donc à se dire, on y va, il faut reconstruire, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, c'est ce qu'on discute aujourd'hui. Et donc, ça va m'emmener à la première question. Mais pourquoi aujourd'hui? Je suis accompagnée d'un architecte, alors je lui adresse directement la question. Pourquoi un architecte dans un dossier de reconstruction et surtout, quand doit-il être interpellé? La, la première raison, c'est parce que la loi l'oblige. La loi sur les architectes va définir quand on doit mandater un architecte et quand littéralement n'importe qui peut faire des plans et devis. En règle générale, sans rentrer dans les détails, mais c'est un bâtiment de d'au plus 4 logements, d'au plus 2 étages et d'au plus 300 mètres carrés de superficie de plancher additionnée du rez-de-chaussée et du deuxième. On compte jamais le sous-sol. On n'a pas besoin d'un architecte. Vous pouvez, par exemple, aller voir un technologue. Dès qu'on a plus que ces conditions-là, 3 étages, 5 logements, plus que 300 mètres carrés, ça prend obligatoirement un architecte. Les villes ont aussi la responsabilité de vérifier. Donc, si vous pensez que vous allez déposer des plans d'un technologue pour un bâtiment assujetti parce que 6 logements, que la ville ne va pas le voir, non, la ville va le voir parce que ça a coûté cher à une ville de ne pas le faire. Donc, la première réponse plate, c'est parce que la loi l'oblige dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas. Parfait. Et dans les cas où on n'est pas obligé, est-ce que c'est une recommandation d'avoir un architecte ou ça change plus ou moins quelque chose? C'est sûr, je pourrais prêcher pour ma paroisse, On le c'est-à-dire fait tous. prenez un architecte, mais il y a des excellents technologues qui font un excellent travail aussi, que vous pouvez aller voir pour des bâtiments qui seraient un architecte qui ne serait pas nécessaire. Euh, Puis j'en connais plein qui font un excellent travail de manière hyper professionnelle. J'aurais tendance à vous recommander d'aller voir un technologue qui est membre de l'Ordre des technologues du Québec, parce qu'ils viennent avec des assurances aussi, avec quand même un contrôle qualité. Mais littéralement, vous pouvez vous-même faire vos plans, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée si vous ne connaissez rien. Bon conseil. OK. Et prenons le cas que j'engage un mandat à un architecte. À quel moment dans le processus de reconstruction, c'est l'idéal pour moi de communiquer avec un architecte? J'aurais tendance à dire le plus rapidement possible, après la phase sinistre, les assurances, tout ça, quand vous commencez à, je dirais bêtement, un peu voir la lumière au bout du tunnel de cette phase-là, d'approcher rapidement un ou des architectes parce que le, l'étape critique, ça va être la demande de permis, des fois aussi la demande de démolition du bâtiment existant si le bâtiment subsiste en partie. Par exemple, il a été démoli à 50 les demandes de permis peuvent prendre du temps. À Montréal en particulier, ou des fois dans un bâtiment ancien, le ministère de la Culture peut s'y mettre. Donc, il y a aussi un avis d'opposition de 90 jours qui peut s'ajouter. Donc, le plus tôt possible que l'architecte est mandaté, le plus tôt possible que les procédures de permis de démolition peuvent être entamées, c'est l'idéal parce que si vous perdez 2 mois, 3 mois à trouver un architecte, c'est 3 mois que vous n'aurez pas votre immeuble en bout de ligne. Puis les délais, c'est pas les architectes qui vont les induire, c'est généralement, pas tout le temps, mais généralement les municipalités. OK. Puis on sait qu'en cas de reconstruction, pas sinistre, les délais, ça s'accumule. C'est rare qu'on règle un dossier en dedans de 4 mois. Donc, on veut pouvoir être proactif. Moi, ça m'emmène à une autre question.
Est-ce que je suis mieux de trouver mon architecte avant ou après avoir conclu un contrat avec un entrepreneur? L'entrepreneur, à cette phase-là, il n'est pas nécessairement utile d'en avoir un, dans la mesure où vous ne pourrez pas avoir de projet si vous n'avez pas un architecte et surtout la procédure de permis qui est entamée. Donc, l'entrepreneur, commencez par l'architecte. Si vous souhaitez engager un entrepreneur, parce que vous en connaissez un qui est excellent, qui fait un très bon travail, tout ça, puis vous décidez de lui donner un contrat de gré à gré, ce qui est possible, euh, faites-le pas en premier, faites-le après avoir l'architecte, après avoir eu l'architecte. De toute façon, l'entrepreneur ne pourra pas vraiment vous aider s'il n'y a pas de plan. Euh, Sinon, vous pouvez aussi aller en appel d'offres sur invitation, par exemple, d'inviter 4-5 entrepreneurs à soumettre une offre. Mais ça, c'est vraiment en fin de projet. Mais commencez vraiment par l'architecte parce que l'entrepreneur, de toute façon, va vous renvoyer à dire, j'ai besoin de plan pour pouvoir faire une offre de service, un contrat, parce que j'ai réussi. Et ça, est-ce que moi, ça peut avoir une incidence sur les coûts que je vais avoir dans ma reconstruction ou ça change absolument rien? Je me fie à ce que l'assureur m'a dit et c'est tout? J'aurais tendance à dire de vous fier plus à l'entrepreneur, que ce soit un entrepreneur par invitation ou par appel d'offres, parce que le prix du marché, ça peut évoluer. L'assureur, son expert en sinistre, va regarder le bâtiment qu'il y avait sous les yeux. Alors que si, par exemple, vous avez un bâtiment ancien, vous le reconstruisez, vous êtes obligé de faire des mises aux normes, il y a des coûts inhérents à ça. Vous êtes obligé de prévoir, je ne sais pas, moi, dans certains immeubles, de l'accessibilité universelle, ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent commencer à s'additionner, des exigences normatives qui n'existaient pas avant. Je donne un exemple, un bâtiment de 4 étages. Avant, on n'était pas obligé d'avoir de gicleurs dans certains bâtiments de 4 étages. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, vous allez avoir des extras potentiellement. Donc, l'expert en positif, il ne peut pas le savoir. Donc, ça se peut qu'entre le coût de reconstruction du sinistre, de l'expert en sinistre, et la réalité, ça se peut qu'il y a des écarts importants. OK. Et comme architecte, est-ce que vous aidez un peu pour faire cette estimation-là des coûts ou on vraiment on se fie à l'entrepreneur, là? Bien, il y a deux situations. La première, où si j'ai l'entrepreneur en début de projet avec l'architecte, Ouais. on peut travailler de concert les deux ensemble pour établir le budget. L'entrepreneur peut me dire, par exemple, ben, ce détail-là est très intéressant, mais il est très coûteux à réaliser. On devrait, ou ces matériaux-là sont difficilement disponibles. Est-ce qu'on peut prendre tel autre matériel? Donc, on peut travailler de concert. Sinon, on peut, dans un appel d'offres public, excusez-moi, l'habitude du mandat public, mais sur invitation, c'est sûr que là, l'architecte a l'obligation de fournir une estimation des coûts au client parce que le client, on parle d'un projet de 1, 2, 3, 4 millions, on ne le sait pas. Donc, l'architecte a cette obligation. Les architectes qui disent qu'ils ne font pas d'estimation de coûts, c'est inquiétant, même si on déteste en faire. Je parle pas pour l'ensemble de la profession, mais presque ici, parce qu'on n'a pas de contrôle sur chose, on aime ça avoir le contrôle. Mais c'est une obligation d'architecte, même qu'il y a un entrepreneur au début ou à la fin, c'est une obligation d'architecte de fournir un prix. C'est sûr, c'est plus simple quand l'entrepreneur est au début, pour OK. moi, de manière tout à fait égoïste, parce que j'ai quand même un entrepreneur qui peut me dire, qui peut m'aider à définir mes prix. OK. C'est intéressant tout ça. Et là, euh, moi, je pense architecte, je pense conception de plan. Fait que moi, dans ma tête, là, c'est à ça que vous servez. Est-ce que vous pourriez m'aider en définissant au niveau, là, je vous ai mandaté jusqu'à peut-être le moment où le contrat va se sceller avec l'entrepreneur. Quel est votre rôle exactement? Puis comment vous pouvez accompagner les syndicats de copropriété dans un ordre logique? C'est certain que dans la phase euh, de développement des plans de vie, c'est la phase de conception. OK. Donc, l'architecte va faire la conception du bâtiment. L'architecte a aussi l'obligation de valider si le bâtiment est réalisable, c'est-à-dire il doit valider avec la réglementation municipale, OK. le zonage, bon, tous ces aspects-là normatifs qu'on règle au début. C'est certain parce que des fois, ça peut arriver dans des situations. Je donne un exemple. Euh, le zonage permet 8 logements, et ça Ouais. m'est arrivé dans un dossier, mais pas de reconstruction, mais de rénovation. Le zonage permet 8 logements, mais l'immeuble a 24 logements. Oh, Donc, dans le cas d'un incendie, il y a certains droits acquis qui subsistent, notamment le nombre de logements et notamment les étages où se déroulent ces activités-là, je veux dire ces usages-là. Donc, j'ai, mettons, 3 étages, 24 logements, j'ai le droit, donc, de, mettons, 8 logements par étage, j'ai le droit de reconstruire ce volume-là. Mais il y a beaucoup de validation à faire. Donc, la conception,
la validation réglementaire, travailler avec les autres professionnels de l'ingénierie en structure, l'arpenteur géomètre, Ah pour oui? pouvoir euh, implanter le bâtiment sur le Ah, site, mhm. valider les hauteurs, notamment dans un dossier, par exemple, on valide le sous-sol en fonction du niveau des égouts Ah ben oui. parce qu'on ne veut pas de pompe. Mhm. Donc, il y a ces validations-là qui sont faites pour idéalement arriver quand on fait les plans de vie pour appel d'offres, que l'entrepreneur ait toute l'information nécessaire pour soumettre un prix. En fait, tout ça, il résulte avec l'entrepreneur, c'est vraiment pour que l'entrepreneur n'ait idéalement aucune question, que tout soit clair sur les plans et qu'il puisse soumettre un prix complet pour reconstruire, idéalement sans surprise. Mais bon, on va en avoir tout On le n'est temps. jamais à l'abri, hein. OK. Et là, quand on fait tout ça, on n'a pas été chercher notre permis de construction encore. Le permis de construction, nous, ce qu'on fait au bureau, c'est la première étape, qu'on a le mandat, on va valider avec la ville. OK. On déteste d'avoir des surprises, donc on valide, c'est la première chose. Ensuite, on fait un projet, je dirais peut-être à 40 un coup que le client est satisfait, par exemple, des aménagements, tout ça. On va voir, OK. on fait un premier dépôt à la demande de permis ou des fois de démolition, parce que des fois, le bâtiment est encore partiellement debout. Donc, des fois, il faut en bon français, le jeter à terre. Mais il y a des procédures particulières pour ça. Donc, le plus tôt, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est le plus tôt embarquer la ville, les permis, pour qu'on puisse travailler en parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, la ville fait son traitement de dossier, de nous, on avance, de notre côté, on avance le projet avec l'arpenteur, les ingénieurs, pour arriver que lorsque la ville émet son permis, nos plans soient finis à 100 qu'on aille en appel d'offres tout de suite. Et OK. non pas de travailler en série, d'attendre après la ville, puis que finalement, ben, vous allez avoir votre immeuble 6 mois plus tard. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent influencer les délais au niveau de la ville, par exemple, pour un permis, qui va faire que ça va être plus long ou moins long? Oui, euh, étrangement, je veux dire, c'est un peu contre-intuitif ce que je vais dire, mais c'est certain que c'est plus simple après un incendie que l'immeuble a été complètement sinistré et que les pompiers y aient rasé. OK. C'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de procédure de démolition à faire avec la ville, avec le ministère de la Culture, quand le bâtiment est plus vieux que 1940. Donc, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va juste sur un permis de nouvelle construction, Ah, en général. Alors que quand le bâtiment est partiellement démoli, là, on a la procédure de démolition qui nécessite un passage au comité de démolition, qui est un comité public. Vos voisins peuvent venir chialer. Et il y a des délais d'opposition, il y a des choses qui rallongent. OK. C'est ça aussi le lieu où a lieu l'incendie. En général, les plus petites municipalités, les permis sont expédiés plus rapidement. Et plus la ville est grosse, plus ça prend du temps souvent. Euh, dans des dossiers, c'est pas rare que les dossiers qui vont bien à Montréal, ça puisse prendre 6 à 8 mois. Ça, c'est quand ça va bien. Oh, quand même, hein, si ça 8 mois. Puis là, on est encore à l'étape conception, là. On n'a pas Oui. mis l'appel dentaire encore, là. Non. Bon. Et je me demande comment je choisis mon architecte. Est-ce que je peux prendre n'importe qui que je trouve sur Google ou il faut que j'oriente mes choix en fonction de mes goûts ou d'autres critères à prendre en considération? Le premier critère, c'est étrange ce que je vais dire, mais si ça ne clique pas Ah, à la rencontre initiale, ça ne cliquera pas durant le projet. OK. Passez votre chemin. Je veux dire, c'est une relation qui va être quand même assez importante parce que c'est principal professionnel au dossier. Donc, si vous ne vous entendez pas, vous n'allez pas dans la même direction, honnêtement, ça va être pénible pour tout le monde. Deuxièmement, il y a plein de critères si vous décidez de choisir un architecte. Ça peut être la proximité, ça peut être du bouche à oreille. Vous pouvez demander des références à l'Association des architectes en pratique privée du Québec. Vous pouvez aller voir sur Google, les sites web des architectes. Il y a plusieurs options. Ce qui est important, par contre, c'est poser les bonnes questions. Lorsque vous allez approcher un architecte, premièrement, est-ce qu'ils font des plans de vie de reconstruction de ces situations-là? Parce que ce pas tous les architectes qui font ça. OK. Il y a certains architectes qui se spécialisent. Ou des fois, vous allez voir, par exemple, des grosses firmes qui ont gagné des prix, mais pour un bâtiment de 6 logements, c'est Mhm. trop petit. OK. L'autre chose, je dirais, c'est l'étendue des services. Il y a des architectes qui font la conception, comme je disais. Il y en a par contre qui ne font pas la surveillance des travaux. On va en reparler plus tard. Mais sachez que c'est important de savoir qu'est-ce que l'architecte offre. Parce que si vous devez mandater une autre firme
plus tard parce que c'est des services qui ne sont pas offerts. C'est quelque chose, un, qui va devenir plus coûteux et c'est aussi quelque chose qui peut occasionner certains désagréments. Et certains services sont très spécialisés. Par exemple, à Montréal, dans le cas d'une démolition, on exige une étude patrimoniale. Il y a peu de firmes d'architecture qui le font. Vous n'êtes pas obligé de prendre un architecte qui va nécessairement le faire. Il faut aller voir un spécialiste, mais c'est c'est une étude qui est quand même assez coûteuse parce que celles qu'on fait au bureau à l'interne, c'est généralement 60 à 80 heures de travail. Oh Donc, mon c'est Dieu. pas un rapport qui va coûter 500 $, c'est un rapport qui va coûter les 4 à 5 chiffres. Mais comme je dis, c'est pas tous les architectes qui vont nécessairement l'offrir, mais il y a des firmes spécialisées. Donc, ce bout-là, ben, ça peut être fait séparément. Mais des fois, ça peut induire des délais aussi parce qu'on rajoute des intervenants aussi. Fait que dans un monde idéal, on essaie de prendre quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner avec le plus de services dont on pense avoir besoin. Oui. OK. Alors, bon, fait que pour la conception, je sais bien où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on va avoir différents intervenants. L'architecte va être au centre un peu de tout ça que je comprends parce qu'il va parler avec l'entrepreneur projeté ou il va nous aider avec l'appel d'offres. Il va parler avec un arpenteur géomètre pour ce qu'on peut avoir besoin, faire les études si on a besoin. Euh, Peut-être juste préciser, une fois qu'on veut demander le permis, est-ce que c'est l'architecte qui fait ce travail-là ou c'est le syndicat comme donneur d'ouvrage qui va devoir aller chercher le permis? En fait, normalement, ça devrait être le syndicat en théorie parce que c'est eux qui sont au compte foncier. Personnellement, je déteste quand mes clients font les demandes de permis. J'aime mieux parce qu'on est tous un petit peu, on aime avoir le contrôle. Euh, donc, souvent, j'aime mieux faire la demande de permis moi-même. Les villes maintenant offrent à peu près toutes de faire des permis en ligne. Merci la pandémie. Euh, et c'est beaucoup plus simple aussi, et pour le syndicat, parce que ça veut dire le canal de communication, ça va être la ville avec l'architecte directement. On implique quand même les clients dans toute la procédure, mais moi, c'est moi qui l'a fait au bureau, dans l'immense majorité des cas, ça va être l'architecte qui va faire la demande de permis, à moins que le client soit un client expert, mais dans un cas de syndicat de copropriété, c'est pas le cas. Donc, donnez ça à l'architecte, balancez ça dans sa cour. C'est lui l'expert de toute Ouais, façon. il est payé pour ça. C'est ça. OK. Alors donc, j'ai terminé ces étapes préliminaires-là. Je vais octroyer un contrat à un entrepreneur parce que je sais clairement où est-ce que je m'en vais. Obtenu mon permis. Je suis donc prête à aller à la reconstruction. On n'a rien oublié là, comme étape? Hmm, non, c'est les grandes étapes. Je dirais, faire un petit retour en arrière, quand au début du projet, vous allez mandater, le syndicat doit mandater un arpenteur Ouais. pour 4 services, c'est important. Le premier, c'est d'implanter le bâtiment existant, l'existant, de faire un relevé de l'existant, parce que des fois, on veut savoir les niveaux des voisins, bon, pour pouvoir s'aligner, surtout Mhm. en ville. Des fois, on peut avoir des surprises de servitude, des choses comme ça. OK. Le deuxième, c'est d'implanter le nouveau bâtiment sur le terrain parce que c'est une exigence en fait réglementaire. C'est les arpenteurs, c'est leur champ de pratique exclusif aux arpenteurs d'implanter un immeuble sur un lot. Là, on le fait comme architecte, mais c'est l'arpenteur qui doit aussi le faire. Les villes le demandent la plupart du temps Pour obtenir le permis. pour obtenir le permis, s'assurer qu'il n'y a pas d'empiètement, des choses comme ça. Mhm. Le troisième service, c'est les services en chantier. Donc, quand on implante un bâtiment sur un terrain, mais c'est pratique d'avoir quelqu'un qui va venir mettre les piquets pour savoir où creuser. OK. Parce que malheureusement, les limites d'un terrain, c'est pas un beau pointillé sur le sol. Et le dernier service à avoir, ça c'est après la construction, c'est que l'arpenteur refasse le certificat de localisation et ajuste au cadastre du Québec les unités privatives parce que c'est pas parce que le bâtiment passe au feu que le cadastre cesse d'exister. Il reste encore, il existe virtuellement. Mais ça, c'est les services de certificat de localisation après travaux. Oui. Ça, je vais vous en parler en long et en large comme notaire. C'est vraiment ce que je connais bien. Alors, fait que c'est intéressant. Moi, je comprends que dès le départ, dès que je parle avec mon architecte, je parle avec mon arpenteur géomètre, on va rester en communication. Et là, on n'oublie pas, moi, fiduciaire, je suis là, moi, déjà. J'ai été nommée dès le début du processus. Alors, dans tout ce côté-là de conception qui se fait entre le syndicat, va parler avec l'architecte, va parler avec l'entrepreneur, va parler avec l'arpenteur géomètre,
Comme fiduciaire, je vais me ramasser un peu en retrait de ces morceaux-là. Je pourrais être interpellée à la demande du syndicat si on veut faire des petites vérifications entre les besoins de l'assureur et les besoins concrets, là, suivant ce qui a été parlé avec l'architecte. Mais c'est rare que mon intervention est sollicitée à ce niveau-là. Par contre, une fois qu'on va être prêt à reconstruire, là, tout le monde m'appelle puisque je suis détentrice des sommes. C'est moi qui ai l'indemnité d'assurance pour assurer la reconstruction. Et c'est là où tous les intervenants qu'on vous parle au travers de ces deux capsules vont devoir être en pleine et entière collaboration. Alors, si on y va dans le concret, on est prêt, l'entrepreneur est prêt, il dit go. Comme fiduciaire, je vais avoir le réflexe de convoquer une réunion où il va y avoir un représentant du syndicat, un représentant, pas un représentant, il va y avoir l'entrepreneur ou du moins une personne qui est capable qui a accès au chantier, fait que surintendant ou si c'est un petit entrepreneur, le président directement. Il va y avoir l'architecte mais pas l'arpenteur. J'en aurais pas besoin à ce stade-ci. Par des fois, l'assureur va vouloir être présent à cette rencontre-là, surtout s'il n'a pas versé 100% de l'indemnité, puisque nous avons déjà un peu discuté du fait que les assureurs, des fois, vont seulement libérer 80% de l'indemnité et attendre de voir où ça s'en va avec les mises aux normes et tout ça pour sortir ce qui manque pour assurer la reconstruction. Cette réunion-là, elle sert à quoi? Elle sert à définir les rôles de chacun. La personne qui est autorisée à sortir l'argent, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas moi, c'est le syndicat, parce que cet argent-là appartient au syndicat de copropriété. Moi, je ne fais que, comme fiduciaire, la détenir en sécurité dans un compte en fidéicommis pour m'assurer que les sommes seront employées à ce à quoi elles sont destinées. Je vais donc devoir émettre sporadiquement des états de déboursés où je viens dire j'ai reçu telle somme. L'entrepreneur va m'envoyer des factures. Je suis prêt, là. Moi, j'ai fait dans mon contrat de construction, ça me dit à partir de 20 j'ai le droit que tu me donnes 20 du montant total estimé pour la reconstruction. Ben, je reçois cette facture-là. Je dois, sur un état des recettes et des boursiers, annoncer dans mon compte, j'ai ça. Je suis prête à sortir le fameux 20 qui m'est demandé de facturation et j'envoie ça au syndicat pour qu'il l'autorise. Mais or, on va tous se poser la question, toi, fiduciaire, comment tu fais pour savoir que le 20 en question, il t'est bien demandé et que tu es autorisé à le sortir? Je suis notaire. Moi, aller sur un chantier, ça me dit absolument rien. Et c'est là où moi, j'aime qu'il y ait des architectes dans les dossiers qui ne s'arrêtent pas seulement au niveau conception. Alors, monsieur l'architecte, dites-nous quel service vous pouvez offrir pour accompagner à ce niveau-là. En chantier, il y a deux grandes branches de services. OK. La première, c'est les visites de chantier avec, ça va inclure aussi les demandes de paiement de l'entrepreneur. Ça va venir un peu ensemble. Ça, c'est un volet, donc, que j'appellerais le volet qualitatif. Donc, s'assurer que le projet est construit conformément au plan et devis, que l'entrepreneur travaille bien, bon, de voir les déficiences en cours de route, tout ça. Le deuxième volet, c'est l'administration du contrat de construction. Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans la palette de services qui est offerte, par exemple, l'architecte peut valider les dessins d'atelier, donc approuver, par exemple, les nouvelles fenêtres, s'assurer que c'est conforme. Par exemple, les produits par exemple, ça peut être des calfeutrants, ça peut être la membrane de toiture, parce qu'il y a énormément de fabricants différents. Donc, de s'assurer avec les fiches techniques, les dessins d'atelier, que tout soit conforme, en fond, c'est une couche supplémentaire de validation pour éviter des erreurs en chantier, une mauvaise commande, des choses comme ça. Puis ça arrive. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de dire à l'entrepreneur, l'escalier que tu viens d'installer, mais elle est à la scrap, il n'est pas conforme. Oui, 25 000 plus tard. Ouch. Puis, s'il m'avait envoyé un courriel, ça lui aurait pris 40 secondes et il se serait sauvé un escalier. Donc, on fait aussi cette vérification-là. Donc, l'administration de contrat de construction, on a des réunions de chantier, on va valider les dessins d'atelier, les extras, les réclamations d'entrepreneurs, parce il va en avoir, pas qu'il peut, il va en avoir. Dans le cas d'une construction neuve, normalement, on devrait prévoir au moins 5 de contingence. Dans le gouvernement du Québec en construction neuve, c'est habituellement ça. Des fois, on aurait de la misère à le croire quand on regarde les nouvelles. Mais normalement, c'est ce qu'on nous impose comme professionnels.
Dans le cas d'une rénovation, c'est 10 parce qu'on le sait qu'il va y avoir des surprises. Et donc, l'administration, justement, les réclamations d'entrepreneurs, les modifications en chantier, des fois, on arrive et ça ne fonctionne pas. Il y a X, Y raison, ou des fois un produit n'est pas disponible, on va apporter des modifications. Certains détails ne sont pas clairs. Le sous-traitant peut proposer un autre détail parce que plein de raisons. On n'a pas la science infuse en soi. Donc, il y a ce volet-là. Et comme je disais tantôt, il y a le volet vraiment visite de chantier. Donc, on se pointe sur le chantier. Puis, le volet demande de paiement. Donc, une fois par mois, l'entrepreneur soumet la demande de paiement. Donc, il voudrait être payé, par exemple, 300 000. Il va nous donner un état de l'avancement de chacune des disciplines de son chantier et nous, on va les valider. Et c'est comme ça qu'on va arriver à dire, bon, ben oui, on a effectivement 22 d'avancement. Le déboursé, il est correct. On va recommander le paiement de l'entrepreneur au syndicat de copropriété et au fiduciaire pour que l'argent puisse être payé à l'entrepreneur. Et c'est pour ça que je dis qu'on travaille en étroite collaboration. Fait que concrètement, comment ça se présente dans le day-to-day? L'entrepreneur va adresser la demande de paiement. C'est rare qu'il veut l'adresser au fiduciaire directement. Une fois qu'il sait que l'architecte, d'où l'intérêt de la réunion du début, il sait c'est qui l'architecte au dossier, qu'il est mandaté pour faire l'administration qu'on vient de discuter, que ce soit d'une façon ou d'une autre, il va souvent lui envoyer à lui directement parce que c'est lui un peu qui va caler la chute. Il va souvent aussi mettre le syndicat en copie de cette demande-là. Et ça ressemble d'un dossier à l'autre, ça peut varier, on s'entend, mais essentiellement, il y a comme deux documents qui viennent avec ça. Il y a la fameuse demande de paiement, fait que ça chiffre le montant en fonction de la réalisation des travaux. Puis il y a un autre document qui est absolument indigeste pour le commun des mortels, sauf peut-être pour les architectes, qui en fait est composé de toutes sortes de cases qui expliquent on a fait ça pour la fenestration, on a fait ça pour les fondations et qui va mettre des pourcentages pour me dire j'ai accompli jusqu'à à peu près ça. Fait que moi, quand je reçois ça, je sais absolument pas le lire, mais quelqu'un comme M. Hamelin peut certainement regarder si ça semble faire du sens ou pas. Et donc, une fois que l'architecte a pris le temps de regarder tout ça, il va demander, si je ne me trompe pas, il demande à l'entrepreneur de signer sa demande de paiement et pour la valider, il va émettre un certificat de paiement. Donc, en signant lui-même, l'architecte, il confirme que la demande est conforme à la situation des lieux et que c'est donc sécuritaire au niveau construction de ressortir l'argent. Alors, pour faire un paiement, la première chose que j'ai besoin, c'est d'obtenir le certificat de paiement, comprendrez bien. La deuxième chose que je fais pratico-pratique, c'est établir mon état des recettes des déboursés. Là, ça devient évident pour un syndicat. Fait que j'ai reçu 5 millions pour faire la reconstruction. On me demande de faire un premier déboursé de 300 000. Je fais le fameux déboursé de 300 000. Mais attention, sur recommandations qui vont avoir été discutées très, très, très préalablement, on va, et les architectes le recommandent aussi habituellement, faire une retenue de fonds sur chaque paiement. Ce n'est pas parce que l'entrepreneur demande 300 000 qu'on va lui libérer nécessairement 300 000. La plupart des contrats de reconstruction vont prévoir qu'on va retenir un certain pourcentage jusqu'à ce que les travaux soient complets pour assurer, en fait, protéger le syndicat contre l'hypothèque légale de la construction. Et qu'est-ce que c'est cette bébête-là? L'hypothèque légale à la construction, si je veux la vulgariser dans sa plus simple expression, c'est un privilège que les gens qui participent à la construction ou la reconstruction d'un immeuble au Québec, que ce soit le fournisseur de matériel, le sous-traitant, ont pour s'assurer de se faire payer. Évidemment, vous, syndicat, c'est pas vous qui allez mandater tous ces personnes-là qui sont en sous-traitance. C'est l'entrepreneur que vous allez avoir mandaté qui va s'occuper de ça. Mais ces personnes-là, comment elles font pour s'assurer qu'elles seront payées par l'entrepreneur? Elles ont ce pouvoir-là au travers de la loi. Si elles vous ont envoyé une lettre de dénonciation qui dit Hey, monsieur l'entrepreneur m'a mandaté, moi, Madame X, qui fournit des matériaux chez Rona, pour un montant de 45 000, elle vous en informe, vous recevez cette lettre-là, peut maintenant courir son privilège. Si elle ne se fait pas payer dans un délai que la personne va juger raisonnable, pourrait faire inscrire ce qu'on appelle une hypothèque légale. Fait que de plein droit, elle va inscrire contre l'immeuble sa réclamation en disant « Moi, on me doit des sommes ». Ce qui veut dire qu'essentiellement, si l'entrepreneur disparaît dans la nature, le syndicat qui est pas propriétaire, mais qui agit pour la collectivité copropriétaire, va devoir assumer le paiement de cette facture-là en lieu et place de l'entrepreneur.
Je fais toute cette histoire-là pour dire qu'une des fonctions du fiduciaire, c'est de limiter ce risque-là au maximum. Et donc, la première façon de limiter ce risque, c'est d'imposer une retenue sur chaque somme. La retenue courante qu'on voit, c'est 10 Fait que ça, on le négocie avec l'entrepreneur dès le début pour que ce soit indiqué dans le contrat, qu'il ne soit pas surpris que chaque fois qu'il va demander un paiement, soit il faut qu'il, déjà dans sa facture, il prévoit qu'il y a une retenue qui ne lui sera pas déboursée, soit que le fiduciaire, lui, va l'effectuer, la retenue, et qu'il va recevoir moins que ce qu'il a demandé. Il n'est pas rare dans les certificats de paiement que je vois même que la retenue a déjà été estimée. Fait que là, une fois donc que j'ai reçu mon certificat de paiement, que j'ai fait mon état des déboursés dans lequel j'ai intégré une retenue, j'envoie mon document pour signature au syndicat qui, bien souvent, va me dire, tu as tout vérifié, c'est beau, je signe, je t'autorise à sortir l'argent. Et avant de sortir l'argent, je fais un deuxième contrôle, en fait, 2 et 3 contrôles pour m'assurer qu'il n'y aura pas d'hypothèque légale à la construction. La première chose, je vais demander au syndicat, as-tu eu des lettres de dénonciation? La fameuse lettre de Mme X qui travaille chez Rona pour 45 000, en as-tu eu des nouvelles? Je vais aussi le demander à l'entrepreneur parce que des fois, il reçoit en copie, puis je ne sais pas pourquoi il y en a un endroit qui se perd dans la poste. Si la réponse est oui, je vais exiger des quittances partielles de toutes les personnes qui ont envoyé ces documents-là. Eux, ils vont venir confirmer qu'il n'y a pas plus de 30 jours des créances impayées par l'entrepreneur. Si jamais c'était le cas, j'aurais la possibilité comme fiduciaire, avant d'émettre le chèque à l'entrepreneur pour le payer, de voir avec lui si, un, il est en mesure d'acquitter, deux, s'il ne le fait pas, il y a une raison, et trois, si c'est litigieux, on va pouvoir avancer quand même parce qu'on pourrait décider d'émettre le paiement conjointement au sous-traitant et à l'entrepreneur pour le montant de la créance, puis eux autres, ils négocieront leurs différends entre eux. Et la troisième vérification que je fais, au Québec, sur les immeubles, il y a le registre foncier. C'est comme le gros livre qui nous montre tout ce qui se passe sur un immeuble au niveau des titres. Je vais aller m'assurer, moi, qu'il n'y en a pas un petit fin finot qui a bypassé des choses et qui s'est inscrit une hypothèque légale. Évidemment, normalement, vous le sauriez. On est signifié de ce genre d'affaires-là, mais moi, je préfère en faire plus que pas assez. Alors, à chaque déboursé, le fiduciaire a notamment ça comme mission. C'est la mission obscure que personne ne voit, mais que le fiduciaire fait. Ce qui fait que pour l'entrepreneur, l'intervention du fiduciaire à ce stade-ci, c'est beaucoup plus de travail pour lui que s'il fait une reconstruction post-sinistre qui n'est pas en copropriété. Alors, quand vous allez faire le choix de votre entrepreneur, il faut le sensibiliser qu'il y a un fiduciaire au dossier parce que ça va changer un peu sa dynamique habituelle. Le fiduciaire lui pose beaucoup de questions. Il veut s'assurer que les choses soient le plus conformes possible, qu'il détient les permis valides, qu'il paye son monde et que ça n'engage pas le syndicat. Donc, c'est un peu à ça que sert le fiduciaire. C'est surtout à ça, en fait, qui va servir le fiduciaire dans le cadre du dossier. Et là, une fois que j'ai la confirmation que je n'ai pas d'hypothèque légale d'inscrite, que j'ai toutes mes quittances partielles de sous-traitant, que j'ai mon certificat de paiement, que vous savez signer mon état des déboursés, je suis en mesure de faire le paiement à l'entrepreneur. Et là, vous me voyez bien, là, ça fait beaucoup d'étapes. Plus les gens sont proactifs, plus les gens vont sortir rapidement, plus vite on peut faire le paiement à l'entrepreneur. Et c'est un peu aussi à ça que sert la réunion du début, là, avant la reconstruction, de pouvoir exposer tout ça à tout le monde pour que tout le monde soit vite, 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 vite. Donc, la première demande de paiement, c'est toujours un processus où tout le monde doit s'adapter. Et ensuite, on finit par connaître. Et après le deuxième, troisième, les entrepreneurs m'envoient pas mal tout d'un coup sans que j'ai besoin de le demander. Alors, une fois qu'on s'est mentionné tout ça, il va y arriver, donc, à un moment donné où on va arriver au bout là, de ce chantier-là, le plus vite que tard, on l'espère. Et là, est-ce que l'architecte peut m'aider encore une dernière fois là, pour venir confirmer la fin des travaux? Oui, il y a 2 étapes. La première, c'est la réception avec réserve. OK? Donc, lorsque le terme juridique exact, c'est lorsque le bâtiment est prêt à être, je ne me rappelle plus le terme exact, mais c'est lorsqu'il est prêt à être utilisé pour ce dont il a été conçu. OK. Donc, ça se peut qu'il reste des petites choses à terminer, mais dans une copropriété, supposons que l'immeuble, les gens peuvent déménager, c'est pas mal l'étape. L'architecte, juste avant, donc, va aller constater la réception, va réceptionner l'immeuble avec réserve, parce qu'il va toujours avoir des déficiences. C'est normal, on ne panique pas, c'est tout à fait normal qu'il y ait des déficiences, des petits bugs. Surtout aussi que le chantier, ça a été tiré sur un an. Des fois,
Sur certaines étapes, ben, on va avoir des petites choses qui ont fissuré, par exemple, des petites affaires, des petits bugs. Ça, c'est normal. Donc, c'est la réception avec réserve. L'entrepreneur va prendre ce temps-là pour corriger ses déficiences par la suite. Et lorsque toutes les déficiences sont corrigées, donc on procède à la réception sans réserve. C'est là notamment qu'on va débourser le 10 qu'on retenait Mhm. de tout le chantier, qui sert aussi à inciter l'entrepreneur à finir son chantier parce que, en réalité, le 10 c'est pas mal son profit. Ouais. Donc, c'est assez rare un entrepreneur qui décide d'abandonner le chantier à cette Oh, étape-là. clairement. Il n'y a aucun avantage. C'est pas mal son profit. Donc, c'est aussi à ça que ça sert le 10 c'est une carotte. Donc, avec les réceptions avec ou sans réserve. Et à la réception sans réserve, c'est vraiment la fin du projet. Une petite nuance, les garanties commencent à la réception avec réserve parce qu'on considère que le bâtiment est prêt à être occupé à ce moment-là. Donc, ça peut arriver qu'il y a 3 mois entre les deux réceptions, mais c'est la première réception qui est le début des garanties. Malheureusement, au Québec, les garanties sont généralement de 1 an pour la plupart des choses, les petits bugs, ces choses-là. Et la garantie de 5 ans, c'est pour la perte de l'immeuble. Là, souvent, les gens pensent perte de l'immeuble s'effondre. Non, c'est en fait quand on ne peut plus utiliser l'immeuble pour son usage. Ça peut être aussi des fois, par exemple, un balcon qui sert d'issue. Et si le balcon n'est pas praticable parce que le pontage est pourri, par exemple, ou mal fait, qu'on ne peut pas aller sur le balcon parce que c'est dangereux, ça va être dans la garantie de 5 ans parce que l'immeuble n'est pas sécuritaire à ce moment. OK. OK. Et là, ben, ça va me permettre de rebondir sur le 10 qu'on veut libérer. Fait que, évidemment, la dernière sortie de fonds qui se fait, c'est la libération de la retenue. Là, c'est exactement, j'ai besoin du deuxième certificat là, qui parlait pour pouvoir confirmer que c'est fait. Et souvent, il va y avoir une petite clause dans votre contrat qui va dire qu'on le libère 30 jours après l'émission de ce document-là. Fait qu'il ne l'a même pas tout de suite. Fait qu'il y a vraiment intérêt à ce que ça aille plus vite. Il y a toujours moyen à cette étape aussi de faire des négociations avec l'entrepreneur pour libérer une partie des fonds. C'est pas rare que je le vois dans des dossiers. 10 sur 5 millions, c'est pas mal d'argent. Fait que pour avoir une partie de ses profits puis pas être déraisonnable, si l'entrepreneur se conforme sur tous les autres aspects, on pourrait toujours négocier avec lui de lui libérer 50 de la retenue ou peut-être même jusqu'à 75 pour lui montrer de la bonne foi puis aussi l'aider, lui, à prendre un petit peu de souffle parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à payer en arrière. Et là, il va rester un dernier petit sujet à traiter par rapport à la reconstruction. Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. On vous a parlé de l'arpenteur. On vous a dit qu'à la fin, il va être mandaté pour refaire le cadastre et tout ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Essentiellement, au Québec, chaque immeuble a une représentation juridique. On appelle ça des numéros de lot. Quand vous achetez puis vous passez chez le notaire, c'est votre clause de contrat qui donne un numéro là, à 7 chiffres. Ce numéro-là, c'est la représentation juridique de votre immeuble. Dans une copropriété, ça se traduit essentiellement par un volume d'air, un carré dans l'espace. Quand on est en situation d'incendie, perte totale, évidemment, mon bâtiment n'est plus. La représentation juridique continue d'exister, mais elle n'est pas visible à l'œil nu. Et l'arpenteur ne va pas non plus prendre des lasers pour permettre aux entrepreneurs d'être en mesure de reconstruire exactement au même endroit. Ce qui fait qu'on sait déjà que lorsqu'on va faire la reconstruction, on va être sûrement pris avec des mises aux normes. Mais même s'il n'y avait pas de mise aux normes, il est fort probable, c'est même à parier, qu'on ne sera pas capable de reconstruire au millimètre près, exactement sur la représentation juridique que personne ne voit. Ce qui fait que la journée où un des sinistrés vend, parce que là, c'est habitable, c'est reconstruit, c'est beau, il va demander un certificat de localisation pour procéder à la transaction. On sait qu'on a besoin de ça pour vendre. Et le certificat va dénoter un nombre incalculable d'empiètements partout. Il y a du commun dans du privatif dans du commun. Essentiellement, c'est parce que ma représentation juridique est là, mais ma reconstruction est là. Et là, on s'entend, je fais ça de manière extrêmement grossière. Si c'était aussi simple, le dossier en soi ne serait pas complexe. La réalité, c'est que les empiètements, on parle de quelques millimètres ou centimètres partout dans l'appartement. Ils sont très difficiles à même tout identifier. Il faut donc régulariser juridiquement la situation de l'immeuble post-sinistre. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? C'est que cette situation-là, elle est un peu méconnue et euh, c'est une conséquence naturelle du sinistre. Les assureurs sont de plus en plus informés de cette situation-là
mais ce n'est pas nécessairement pensé dans leur coût de reconstruction qu'il faut qu'il y ait une couverture. Si on en parle maintenant, c'est pour vous donner la chance, dès le début du processus, de dire à l'assureur que vous allez devoir faire une correction, d'engager les démarches pour corriger tout le monde en même temps et non pas un appartement à la pièce, et peut-être essayer d'avoir une indemnité d'assurance. À mon avis, ça devrait être couvert. Par contre, il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là et il faut faire beaucoup de partage d'informations. C'est long, réussir à convaincre. On le fait maintenant parce que si votre dossier d'assurance de sinistre il est fermé et qu'on attend 3 ans là, puis on serait prêt à faire les corrections, il est trop tard, le dossier d'assurance est fermé, il ne va pas se réouvrir. Fait qu'il faut vraiment avoir ces discussions-là avant. Avec beaucoup de discussions et de chances, on va peut-être pouvoir se faire indemniser pour ça. Autrement, on va sortir les fonds de notre poche. Et ce genre de régularisation, ça coûte quand même cher, puisque pour changer les cadastres, ça demande des opérations juridiques qui sont assez complexes. Mais ce ne sera pas l'objet de ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va donc laisser ça pour ça. On vous remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet et nous restons disponibles si vous avez des questions. C'est tellement une bonne question, je m'en veux de ne pas en avoir parlé. Alors, en fait, dans la majorité des cas, si vous faites une reconstruction telle qu'elle, il n'y aura pas lieu de réouvrir la déclaration de copropriété, sauf pour la régularisation post-sinistre. Parce que quand on va changer les numéros de lot, ouais, OK, là, il manque peut-être un petit peu d'éléments. Alors, les représentations juridiques que je parlais tantôt, il y a un numéro de lot. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quand que je vais reconfigurer ça pour régler les empiètements, je vais lui donner ultimement un nouveau numéro de lot. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dans vos déclarations de copropriété, vous avez l'état descriptif des fractions où je dois faire la liste de ces numéros-là. Il est évident que si on fait de la régularisation post-sinistre au niveau juridique, qu'on doit ouvrir la déclaration pour ça. On va en profiter en même temps s'il le faut. Vous avez décidé de vous faire une terrasse en toiture qui n'était pas là, un beau petit extra là. Alors, ça va probablement, il va falloir créer des parties communes à usage restreint. Fait que ça va être l'occasion de réouvrir la déclaration pour venir octroyer les droits à tout un chacun si on a changé la configuration de l'immeuble. Donc, la réponse, c'est oui, il va falloir réouvrir la déclaration de copropriété. Ben, ça fait partie du processus de régularisation post-sinistre. Donc, le scénario que je vous parlais où j'ai des empiètements dénoncés de part et d'autre parce que c'est presque impossible de reconstruire exactement au même endroit, surtout une tour, là, de savoir exactement où les appartements et les parties communes. La représentation juridique est complètement abstraite et le concret là, sur le plancher des vaches, les deux, ça rime très mal en reconstruction. Et pour cette correction-là juridique, la façon de faire, c'est de repenser les lots, les refaire. Et oui, c'est inévitable d'ouvrir la déclaration pour faire ça. Une très bonne question. D'abord, une des choses qui est pertinent de faire, c'est de vérifier avec le fiduciaire que vous mandatez qu'il place l'argent. Car vous devez savoir que si vous mandatez un notaire, bon, la plupart des professionnels, avocats et tout, les argents qu'on place dans les comptes professionnels en fidéicommis, les intérêts sont versés à leur ordre professionnel. La Chambre des notaires, ça fonctionne comme ça. Donc, l'argent que je reçois pour vous, il dort et ne fait absolument aucun bébé pour vous. Par contre, si vous prenez des fiduciaires qui s'y connaissent bien, qui savent que la reconstruction, ça dure longtemps, ils vont vous proposer probablement de placer l'intérêt, de placer l'indemnité d'assurance. C'est toujours du cas par cas. Si c'est une reconstruction qu'on pense qui va durer 4 mois, que c'est juste 500 000, ce serait rare, là, mais ça arrive. Peut-être que les coûts de placer l'argent ne vaudront pas les intérêts que vous allez avoir, surtout si on est dans un contexte économique moins pertinent. Mais si on est dans un bon contexte économique, que j'ai 5 millions à placer sur 4 ans, bien là, on veut envisager la possibilité de placer l'argent. Et dans ce temps-là, il faut faire des demandes spéciales. Il faut ouvrir ce qu'on appelle un compte en fidéicommis spécial qui va nous permettre d'avoir de l'intérêt. Et quand on est dans cette situation-là, ben, l'intérêt, c'est un plus-plus pour les syndicats. Fait qu'évidemment, c'est un service additionnel qui est vraiment agréable d'avoir parce que si on a des coûts de reconstruction qui dépassent l'indemnité d'assurance, on peut utiliser les intérêts pour venir pallier un petit peu à ces coûts-là.
on peut s'en servir pour payer les professionnels si jamais les indemnités d'assurance ne les couvrent pas tous. Hein. On a parlé la dernière fois que le fiduciaire est souvent dans les polices, l'architecte pas tout le temps. Ça va aussi nous permettre, si après ça, par super dossier où tout va super bien puis que ça coûte tout pas cher, il reste un profit, ben, il va être remis au syndicat, tout simplement. 514-658-8035, poste 2 ou 102. Euh, les deux marchent, en fait. On dit officiellement 102, là, mais donc 514-658-8035, poste 102. Mon courriel général du bureau, c'est info, à commercial, rouge.archi. Et là, je dis, faire très attention, il n'y a pas de .com, .net, .ca après, c'est vraiment rouge.archi. J'aime ça simple, pas compliqué. Donc, info, à commercial, rouge.archi.